Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Business Intelligence Analytics. Dans cette vidéo, je vais continuer sur ma lancée de la vidéo précédente. Je vais encore vous parler de régression. Je vais aborder quelques sujets plus avancés. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté intuitivement à travers quelques exemples qu'est-ce que la régression et plus formellement comment la formuler. J'ai aussi parlé de différentes manières dont la régression peut être évaluée, notamment avec cette idée de séparer la base de données en deux groupes, l'un pour entraîner la régression et l'autre pour évaluer sa capacité de prédiction. Dans une première partie de cette vidéo, je vais brièvement repasser sur les concepts en donnant parfois plus de détails. J'aborderai ensuite de nouveaux thèmes dans une seconde partie de la vidéo. Supposons que je souhaite vendre un bien immobilier. J'ai collecté cette base de données avec deux colonnes, l'une pour le prix d'un bien et l'autre pour sa superficie. Ces données sont représentées sur ce graphique où chaque point correspond à une observation, c'est-à-dire une ligne de la base de données. Puisque je connais la superficie du bien immobilier que je souhaite vendre, je vais construire un modèle prédictif à partir de cette base de données pour prédire le prix de vente de mon bien en fonction de sa superficie. Plus précisément, je vais construire un modèle de régression qui a cette formulation. f de x est une certaine fonction, x représente la superficie, et e est une erreur d'approximation entre le modèle et l'observation. Qu'est-ce qu'un bon modèle prédictif? George Box ne nous aide pas tellement, car il dit que tous les modèles sont faux. C'est l'idée que peu importe la précision avec laquelle vos données sont mesurées, peu importe le nombre de caractéristiques que vous considérez, peu importe la complexité du modèle que vous choisissez, il y aura toujours une part d'inconnu inhérente au problème. Par contre, certains modèles sont utiles, comme pour la prédiction. Dans le contexte de ce cours et du machine learning en général, cette utilité est la capacité d'un modèle à prédire sur des données qui sont inconnues au moment de la construction du modèle. On parle également de capacité de généralisation du modèle. La question est alors non pas quel est le vrai modèle, mais quel est celui qui prédit le mieux. Voyons un peu comment construire des modèles de régression plus compliqués. Dans la vidéo précédente, je vous avais présenté la régression linéaire, comme illustré ici. L'erreur d'adéquation entre la droite de régression et les observations était mesurée par la somme des carrés des résidus, ici 130. Voyons un modèle un peu plus compliqué, la régression quadratique représentée par cette courbe verte. Le modèle demande un paramètre supplémentaire et est donc un peu plus compliqué. La distance entre cette courbe et les points semble globalement se réduire, ce qui se traduit par une somme des carrés des résidus plus faible, ici 110. Le modèle de régression quadratique peut se généraliser à un polynôme de n'importe quel ordre arbitraire, ici dénoté par P. La question qui se pose est, lequel de ces modèles sélectionner? Avant de répondre à cette question, voyons plus en détail qu'est-ce que ces régressions impliquent pour la base de données. Initialement, nous avions un vecteur unitaire pour l'intercept, la superficie d'une maison et son prix. Si maintenant nous considérons une régression quadratique, nous allons ajouter une nouvelle colonne avec la superficie élevée au carré, ici. Ce qui implique, entre autres, une plus grande occupation mémoire. Sous forme matricielle, nous avons grand X ici, et nous avons Y pour la variable réponse. Ajoutons maintenant les coefficients de régression ensemble. Nous avons W0 qui indique donc l'intercept, W1 pour la pente qui est liée à la superficie de la maison, et W2 pour cette superficie élevée au carré. Nous voyons donc qu'il y a un coefficient de régression supplémentaire. Dans le cadre de ce cours, pour trouver la valeur de ces paramètres, nous utilisons simplement un logiciel auquel on lui fournira x et y, et il retournera les valeurs pour w, telles que la somme des carrés des résidus est minimisée.
Typiquement, ce logiciel utilise l'algorithme du gradient pour résoudre ce problème, comme nous l'avons évoqué dans la vidéo précédente. L'idée présentée aux slides précédentes se généralise très facilement lorsque l'on considère un polynôme d'ordre plus élevé que 2. Chaque puissance considérée, en plus, demande une colonne de plus et un paramètre de plus à estimer. Considérons maintenant un autre aspect. Vu la petite valeur obtenue pour la somme des carrés des résidus, il semblerait que ce soit une bonne idée de prendre un polynôme d'ordre très élevé. Sur cette représentation, une chose devrait toutefois vous frapper. Si l'on suit cette courbe, on se rend compte que ce modèle prédit tantôt un prix élevé, comme ici, ou là, et tantôt un prix plutôt bas, comme ici, ou là. Et ce, peu importe la superficie du bien immobilier, ce qui peut paraître pas très réaliste. Ce phénomène, quand un modèle prédit bien les données utilisées pour le construire, mais que ce modèle paraît trop compliqué, s'appelle en anglais de l'overfitting, qu'on pourrait traduire par du surapprentissage. Ce surapprentissage est la tendance donc à trop adapter un modèle aux données, au risque qu'il perde son pouvoir de généralisation sur des données futures. Comme nous allons le voir, c'est l'une des raisons pour lesquelles on préfère toujours évaluer un modèle sur des données qui n'ont pas été utilisées pour l'estimer. Cela permet de mieux apprécier la capacité de généralisation du modèle. Comme présenté dans la vidéo précédente, concrètement, la base de données est séparée en deux groupes. L'un pour estimer le modèle, on parle de phase d'apprentissage, et l'autre pour évaluer son pouvoir de généralisation, son erreur de prédiction sur des données qui n'ont pas été utilisées pour la phase d'apprentissage. Typiquement, 80% des données sont allouées pour la phase d'apprentissage et les 20% restantes pour évaluer l'erreur de généralisation. Voici par exemple à quoi ressemble l'erreur d'estimation du modèle. Sur le graphique, les points bleus représentent les données utilisées pour la phase d'apprentissage et les points gris ceux qui ont été mis de côté pour évaluer l'erreur de prédiction. Ici par exemple, on calcule la somme des carrés des résidus. La valeur d'un résidu est représentée par une ligne verticale orange. C'est la distance entre la ligne de régression et l'observation. De la même façon, on peut calculer l'erreur de prédiction à partir des observations gardées pour cette deuxième phase. Les erreurs d'apprentissage et de test présentées sur les slides précédents peuvent être évaluées pour la régression linéaire, la régression quadratique et ainsi de suite pour n'importe quelle régression polynomiale. Chaque modèle a une complexité différente, c'est-à-dire le nombre de paramètres à estimer pour ce modèle. Dans l'exemple que nous avons vu avec un seul prédicteur pour la régression linéaire, on avait deux paramètres, c'est-à-dire l'intercept et la pente. Ensuite, pour la régression quadratique, nous avions trois paramètres, une pente en supplémentaire, et ainsi de suite pour un polynôme d'ordre plus élevé, un polynôme d'ordre p ayant p plus 1 paramètres. Si maintenant on place sur un graphique un modèle en fonction de sa complexité, c'est-à-dire le nombre de paramètres estimés, on imagine facilement qu'on obtiendrait une courbe qui a plus ou moins cette allure pour l'erreur d'apprentissage, ici illustrée en bleu. Donc pour l'interpréter, c'est plus le modèle est complexe, plus il a des paramètres estimés, plus la ligne de régression passe par les observations et plus l'erreur d'apprentissage du modèle est faible. On pourrait continuer ainsi de suite. Qu'en est-il de l'erreur de prédiction ? Eh bien, on pense qu'elle se comporte plus ou moins de cette façon. Donc sur la courbe illustrée en vert, initialement, accroître la complexité améliore la capacité de généralisation du modèle, jusqu'à un certain point, puis accroître encore la complexité augmente l'erreur de prédiction et donc réduit la capacité de généralisation du modèle. Ce point représente, ici, en quelque sorte, le meilleur choix du modèle. Tous les modèles à droite de ce point font du surapprentissage. Ici, on a la phase de overfitting.
Et tout le modèle à gauche font du sous-apprentissage ou underfitting. Ce sont des modèles qui ont été très largement expérimentés et donc retenez bien ce concept car il est très important en machine learning. Pour le restant de cette vidéo, je vais vous parler de corrélation et de causalité. Deux concepts à ne pas confondre que vous avez très certainement déjà entendus, soit dans un cours ou soit dans la vie de tous les jours. Nous avons déjà parlé de corrélation dans une vidéo précédente. Pour rappel, la corrélation est une mesure de dépendance linéaire entre deux variables. Cette mesure prend des valeurs entre -1 et 1, 1 étant une forte corrélation et 0 pas de corrélation. On parle de corrélation positive lorsque les valeurs sont comprises entre 0 et 1 et de corrélation négative pour les valeurs inférieures à 0. Si deux variables sont corrélées positivement, par exemple, cela veut dire que si j'augmente une variable, l'autre augmente aussi. Il faut faire par contre très attention à ne pas confondre cette corrélation avec de la causalité. Par causalité, on entend qu'il y a une relation de cause à effet entre deux variables, alors qu'une corrélation, elle, mesure une dépendance entre deux variables. Regardons cet exemple. Chaque point représente un pays. Sur l'axe des X sont représentées la quantité de gras en grammes par habitant et sur l'axe des Y, le taux de mortalité par 100 000 habitants. On peut facilement tracer une droite à travers ce nuage de points, comme par exemple ici. On voit clairement que ces données sont positivement corrélées. Est-ce que par contre cela signifie que manger gras accroît sa mortalité? Et ce n'est pas certain, bien que ce soit suggéré par ce graphique. Prenons un exemple peut-être plus parlant. Cette fois, ce sont le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants par rapport à la consommation annuelle de chocolat par habitant qui sont représentés. De nouveau, on voit apparaître une corrélation positive entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. On pourrait tracer cette droite. Par contre, ça semble plus difficile à croire qu'il y ait une relation de cause à effet, malgré ce que peuvent dire les fabricants suisses de chocolat. Il existe de nombreux exemples que vous pouvez très facilement trouver sur le web. La corrélation et la régression linéaire sont étroitement liées. Plus les données se retrouvent concentrées autour d'une droite imaginaire, plus la corrélation est élevée et plus le R carré est élevé. L'idée de la corrélation est de mesurer la dépendance linéaire de deux variables. Si l'une augmente, l'autre augmente proportionnellement à cette corrélation. C'est par exemple le cas en général pour la taille d'une personne et sa pointure, les notes à l'école et les performances au test SAT. La causalité, par contre, décrit une relation de cause à effet entre deux variables. Elle a un sens beaucoup plus profond et est donc plus difficile à mesurer. Elle est aussi beaucoup plus sujette à controverse, et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il aura fallu, par exemple, plusieurs études et de nombreuses années avant que le tabac soit reconnu comme une cause du cancer. Donc, comme je viens de le dire, s'il y a corrélation, il n'y a pas nécessairement causalité. Il se pourrait donc que deux variables soient corrélées, mais qu'une troisième variable en soit la cause. Prenons A et B, deux variables corrélées, et C, une variable confondante, c'est-à-dire une variable qui n'est pas à votre disposition. Si C cause A et C cause B, A et B seront corrélés, bien que ni A cause B ou l'inverse. Voici deux exemples qui sont traités plus en détail en classe. Comme je le disais, on trouve beaucoup d'exemples de corrélations étonnantes. En voici deux. Sur ce premier exemple sont illustrés en noir le nombre de doctorats obtenus en sociologie aux États-Unis et en rouge le nombre de lancements de navettes spatiales à but non commercial à travers le monde. Amusant comme ces deux variables sont fortement corrélées. Pourtant, ça semble difficile à croire que ces deux variables aient une quelconque relation de causalité. Voici un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, ce sont cette fois en noir le nombre de conducteurs tués suite à une collision avec un train et en rouge l'importation américaine en pétrole brut norvégien qui sont illustrés.
Vous l'aurez compris, corrélation n'implique pas causalité. Finissons cette vidéo par un récapitulatif de la terminologie employée. J'ai présenté la régression polynomiale, c'est-à-dire une régression où une variable explicative est élevée à une certaine puissance. Cela a ouvert la possibilité de construire des modèles beaucoup plus complexes, et ça a amené la question de l'overfitting ou du surapprentissage. C'est-à-dire le phénomène où un modèle explique trop bien les données utilisées pour l'estimer, mais pas assez pour des données externes. Nous avons illustré ce phénomène avec la courbe d'entraînement qui décroît continuellement avec la complexité du modèle, et la courbe de test qui, elle, est généralement convexe, c'est-à-dire qu'elle décroît initialement, mais augmente quand le modèle devient trop complexe et se généralise pas très bien. Finalement, nous avons parlé de corrélation, une mesure qui explique la dépendance linéaire entre deux variables, à ne surtout pas confondre avec la causalité, la relation de cause à effet entre deux variables. Très bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir ou à cliquer sur les autres vidéos de cette série de vidéos pour le cours de Business Intelligence Analytics donné à HEC Lausanne. Maintenant, c'est votre business de faire parler votre intelligence et démontrer vos capacités analytiques.